Je m'appelle Elena et j'ai 41 ans. Je suis marié à Dimitri depuis 15 ans. Dimitri travaillait dans le cabinet d'avocat de mon père. Il a débuté comme stagiaire junior et a progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir associé junior. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'une fête de bureau organisée par mon père. Honnêtement, je ne l'ai pas apprécié immédiatement. Mais avec le temps, nous nous sommes rapprochés et nous avons fini par nous marier. Lorsque mes parents ont été impliqués dans ce tragique accident de voiture et sont décédés, j'avais 25 ans. Je me souviens encore du moment où nous avons appris la nouvelle. Tout a basculé d'un coup. J'ai une petite sœur, Eveta, qui avait 16 ans de moins que moi. C'était un enfant non désiré, et mes parents ont décidé de la garder. Je leur en suis tellement reconnaissante, car Evta s'est avérée être la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle représente tout pour moi. Depuis sa naissance, je prends soin d'elle. À bien des égards, je l'ai toujours considérée plus comme mon bébé que comme ma sœur. Je l'aime tellement. Après l'accident, je me suis précipité à l'hôpital avec une vétérinaire encore à moitié endormie et désemparée. Je me souviens lui avoir serré la main pendant que nous attendions. Les médecins sont sortis quelques heures plus tard et nous ont annoncé la nouvelle. Nos parents étaient partis. J'avais l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. Dimitri était là aussi. Il s'est occupé de toutes les formalités administratives et de tout ce qui devait être fait. À la maison, il restait avec nous, veillant à ce que nous mangions bien, qu'Evta et moi ayons tout ce dont nous avions besoin. Il nous a aidés à aller de l'avant, même si cela semblait impossible. Iveta n'avait que 12 ans à l'époque. C'était si difficile pour elle d'accepter de devoir grandir sans nos parents. J'ai essayé d'être forte pour elle, mais intérieurement, j'étais tout aussi brisée. Quelques semaines après l'accident, j'ai commencé à aller au bureau pour gérer le cabinet. Mais à vrai dire, je n'y ai jamais montré le moindre intérêt. C'était papa qui s'occupait de tout pour le cabinet. Et honnêtement, je n'avais aucune idée de comment les choses fonctionnaient. Dimitri m'aidait à gérer les choses au travail, mais tout était tellement compliqué pour moi. Papa me manquait terriblement et il était impossible de me concentrer sur l'entreprise. Un jour, dépassé, j'ai dit à Dimitri, je ne peux pas faire ça maintenant. S'il te plaît, peux-tu t'occuper de tout? Je ne peux pas laisser Evta seule trop longtemps. Il m'a regardé avec compréhension et m'a dit, Elena, je sais que c'est dur pour toi. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout au bureau. Tu dois être là pour Evta. La famille passe avant tout. Ces mots ont été un soulagement. Savoir que je pouvais compter sur lui m'a permis de respirer un peu plus et de me concentrer sur ma présence pour Evta. Dimitri avait repris l'entreprise de mon père et avait réussi à tout organiser à la perfection, surtout après le chaos initial qui a suivi son décès. Je lui en étais sincèrement reconnaissant. J'ai commencé à voir une autre facette de Dimitri, un côté plus responsable et fiable qui me fascinait vraiment. C'est cette qualité qui a progressivement commencé à m'attirer vers lui. Non seulement il a repris l'entreprise avec succès, mais il a aussi pris grand soin d'Evta et de moi comme si nous étions sa propre famille. Evta aussi s'est attachée à lui. Un jour, elle est venue me voir avec espoir et m'a dit, « Sœurette, penses-tu que Dimitri pourrait rester avec nous? Ce serait la meilleure chose. Je le vois tous les jours. » Ces mots me sont restés en mémoire et m'ont fait réfléchir. Peut-être y avait-il un moyen d'y parvenir. Mais je savais que je ne pouvais pas simplement demander Dimitri en mariage pour Evta. Ce serait absurde. De plus, je ne ressentais même pas d'intérêt romantique pour lui à l'époque. Pourtant, au fil des jours, Dimitri est rentré plus souvent à la maison et a passé du temps avec Evta. Nous avons commencé à passer du temps ensemble comme une famille. Et petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas une mauvaise idée d'épouser Dimitri. Un soir, après qu'Evta se soit couchée, je me suis assise en face de Dimitri dans le salon. La maison était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge murale. Je l'ai regardé un instant, incertaine de la manière de commencer, puis j'ai finalement demandé. « As-tu quelqu'un de spécial dans ta vie? » Enfin, romantique. Il a haussé un sourcil, visiblement perplexe. « À quoi ?» a-t-il demandé en riant à moitié, comme s'il ne savait pas si je plaisantais. J'ai hésité. Enfin, est-ce que tu fréquentes quelqu'un ou que tu t'intéresses à quelqu'un? Il marqua une pause, puis secoua la tête. Non, il n'y a personne. Il sembla comprendre où je voulais en venir, et la conversation devint plus sérieuse. Cette nuit-là marqua le début de quelque chose entre nous.
Ce n'était pas une histoire d'amour passionné digne d'un conte de fées. Pas de grandes déclarations d'amour ni de baisers volés sous les étoiles. Nous nous contentâmes de faire avec. Cela semblait être la solution la plus pratique, la meilleure pour nous deux, surtout pour Avta. Très vite, nous avons tous deux accepté que cet arrangement, quel qu'il soit, fonctionnait. Quand nous avons annoncé à Avta que nous allions nous marier, son visage s'est illuminé comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Vraiment? Ça veut dire que Dimitri vivra avec nous tout le temps, demanda-t-elle, rayonnante. J'ai hoché la tête et elle m'a serré fort dans ses bras. C'est le plus beau jour de notre vie, dit-elle. C'était surtout un mariage de convenance, et je pense que nous le savions tous les deux au fond de nous. Une semaine après le mariage, je me souviens m'être réveillé sans ressentir de changement. Dimitri et moi agissions toujours de la même manière l'un envers l'autre. Polis, respectueux, mais distants. Le seul changement était que nous partagions désormais une maison et un nom de famille. Iveta était ravie. Elle adorait prendre le petit déjeuner avec nous tous les matins, et sa joie me procurait un léger réconfort. Mais à vrai dire, mon mariage semblait terne et sans vie dès le début. Dimitri est devenu PDG de l'entreprise de mon père, et je suis devenue femme au foyer à temps plein. Mes journées sont devenues un tourbillon de routine. Petit déjeuner, lessive, cuisine, aider Avta à l'école et se coucher tôt. Tout est devenu si monotone qu'en quelques semaines, j'ai commencé à penser qu'épouser Dimitri avait été une erreur. Il était merveilleux avec Avta, patient, gentil et attentionné. Mais avec moi, c'était juste bof. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire, et même là, les conversations tournaient surtout autour de l'entreprise ou d'Avta. Il n'y avait rien d'autre entre nous. Aucune étincelle, aucune intimité, aucun rire partagé. Je me retrouvais souvent assise en silence en face de lui, ne sachant pas quoi dire ni s'il y avait quoi que ce soit d'intéressant à dire. Je commençais à étouffer. Le désir me manquait, la chaleur me manquait. La passion me manquait. L'affection me manquait. L'amour me manquait. Et Dimitri ne me donnait rien de tout cela. C'était sûr. J'aspirais à quelque chose de plus, de vrai, au-delà du devoir et de la routine. Le manque de connexion affective entre nous s'accentuait de jour en jour, et je me demandais sans cesse si j'avais pris la bonne décision en épousant Dimitri. Les années passèrent. L'entreprise marchait enfin à nouveau bien. Chose que je n'avais pas anticipée après le chaos qui avait suivi le décès de mon père. Et je devais bien admettre que c'était grâce à la direction de Dimitri. Il avait le sens des affaires et il avait opéré des changements judicieux dès le début. L'un d'eux était de s'embaucher une assistante personnelle. Au début, j'ai trouvé que c'était un peu excessif. En avait-il vraiment besoin? Mais je ne lui ai rien dit. Cela ne valait pas la peine d'en discuter. Mais j'ai vite compris que Dimitri ne traitait pas du tout son assistant comme tel. Il l'utilisait plutôt comme un homme à tout faire ou un garçon de course. Je le voyais aboyer des ordres. Nilo, va chercher mon café. Nilo, passe prendre mon pressing. Nilo, conduis Elena à l'école. J'ai commencé à avoir pitié de ce pauvre type. Il devait être tellement excité quand il a décroché le poste, s'imaginant probablement apprendre les rouages d'un cabinet d'avocats réputé. Au lieu de cela, il courait partout, effectuant des tâches subalternes et jouant les chauffeurs pour toute la famille. Les limites de son travail étaient clairement floues, et je voyais bien que ses compétences, quelles qu'elles soient, étaient gaspillées. Il semblait sous-estimé, et pourtant il ne se plaignait jamais. Un après-midi, Dimitri m'avait demandé, à moi, Lo, de me conduire à un magasin en centre-ville. Je suis monté dans la voiture et, pour la première fois, j'ai engagé une vraie conversation. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé en le regardant dans le rétroviseur. Il a souri un peu timidement. « Nilo, c'est ton premier travail » ? « Ouais, dit-il en hochant la tête. La première vraie, en tout cas. J'étudiais la gestion d'entreprise. Je pensais que travailler dans une entreprise comme celle-ci serait, vous savez, un bon début. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et maintenant, tu récupères le pressing et tu conduis la femme du patron au magasin. Il a ri, mais il y avait une trace d'autre chose dans sa voix. Ouais, bon, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais j'apprends, je suppose. Il était jeune, probablement la vingtaine. Il y avait une certaine clarté dans sa voix, une sorte d'énergie pleine d'espoir qui me rappelait ce que je ressentais avant que la vie ne m'abrutît. Je me sentais étrangement bien en lui parlant. Genre,
Même en arrivant au magasin, il s'est tourné vers moi et m'a demandé « Tu veux que je t'attende ou que je revienne te chercher ?»« Tu peux revenir » ai-je répondu. Là un peu trop vite. Je risque de prendre un moment. D'accord, a-t-il dit en hochant la tête. Envoie-moi un message quand tu auras fini. Cette course m'a marqué plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il y avait quelque chose de charmant chez moi, hello. Peut-être son honnêteté, ou peut-être le fait qu'il voyait le monde avec tant d'espoir. Au fil des jours, je me suis retrouvé à attendre avec impatience mes balades avec lui. C'était devenu le seul aspect de ma routine qui ne semblait pas routinier. Son optimisme était contagieux. Lui parler me donnait l'impression que je pouvais encore désirer des choses, encore essayer quelque chose de nouveau. Petit à petit, il a commencé à passer du temps avec Avta aussi. Il l'aidait à faire ses devoirs, s'asseyait à la table de la cuisine avec elle et lui expliquait patiemment des concepts que j'avais oubliés depuis longtemps. Un après-midi, je les ai trouvés en train de rire tous les deux à cause d'un problème de maths idiot. Iveta a ri en le regardant. Milo rend tout cela tellement plus facile. Elle m'a dit que leur amitié était naturelle, simple et pure, et que la volonté de Milo de l'aider, de s'asseoir patiemment avec elle-même après une longue journée de course n'avait fait que renforcer leur lien. Malgré la différence d'âge entre Milo et Avta, ils avaient trouvé une connexion naturelle et naturelle. Il avait une énergie enjouée et patiente qui l'illuminait, et leurs moments passés ensemble étaient toujours chaleureux et authentiques. J'ai été surprise de voir à quel point ils s'entendaient facilement, à quel point leur conversation était à l'aise et ouverte. Il y avait quelque chose de beau dans cette simplicité, dans la façon dont ils appréciaient la compagnie de l'autre, sans aucune attente ni gêne. Cela rendait leur lien d'autant plus précieux et, d'une certaine manière, je me sentais aussi moins seul. 10 ans s'étaient écoulés depuis que Dmitri avait repris l'entreprise. 10 longues années. Le bureau, j'avais remarqué, était devenu presque sa seconde maison. Il était toujours là, tard le soir, les week-ends, les vacances. Il se plongeait dans le travail, micro-gérant chaque détail, gardant une emprise sur le personnel et les opérations. Au début, j'admirais son dévouement, mais peu à peu, j'ai commencé à voir quelque chose changer en lui. La détermination s'était transformée en contrôle. L'organisation en obsession. Il était devenu plus un tyran qu'un leader. Les ordres étaient donnés avec une langue acérée et une main lourde. Lors de ma visite au bureau, l'atmosphère était tendue, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Les regards se sont croisés. Les conversations se sont tues. Les gens avaient peur de lui. Un soir, après une visite au cabinet, j'ai abordé le sujet. Dmitri, ai-je dit prudemment. As-tu remarqué comment les gens réagissent à ton égard au bureau? Ils semblent intimidés. Il a levé les yeux de son ordinateur portable, indifférent. Intimidé? Oui. Tu es devenu si strict, si froid? Même si tu étais un peu plus accessible, plus poli, peut-être que ça le serait. Il m'a interrompu avec un sourire narquois. Elena, tu ne sais pas ce que c'est que de diriger une entreprise. Je l'ai dévisagé, surprise par son ton. J'ai fait vivre cet endroit pendant 2 ans, a-t-il poursuivi, sans l'aide de personne, surtout pas la tienne. Alors, laisse-moi faire les choses à ma façon. Épargne-moi les sermons. J'ai ressenti une pointe d'humiliation dans la poitrine. Je ne faisais pas la morale. Je me suis juste dit, je n'ai pas besoin de conseils, a-t-il dit sèchement. Je m'en suis très bien sorti sans ça et je continuerai. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait. C'était sa façon de le dire. Comme si j'étais un étranger désemparesseux. Mêlant de choses qui ne me regardaient pas. Pourtant, ça me concernait. C'était l'entreprise de mon père. Techniquement, la mienne. Et malgré l'habileté de Dimitri à la diriger, il n'en était pas l'héritier légitime. Je détenais toujours la majorité des actions. J'en étais toujours le président. Je pouvais le virer quand je voulais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé ma fierté et je suis parti. Milo, lui, avait pris le chemin inverse. Son rôle avait complètement changé, passant de l'assistant intelligent et enthousiaste qu'il était autrefois à celui de quelqu'un qui me conduisait principalement. Ce n'était pas juste, mais il ne s'est jamais plaint. Il s'adaptait simplement, comme toujours. Il me conduisait partout, rendez-vous, courses, petits événements. À un moment donné, j'ai commencé à l'inviter à entrer plutôt que de le laisser attendre dans la voiture. Tu n'es pas obligé de rester assis là, tu sais. Je lui ai dit un après-midi alors qu'il s'arrêtait devant la librairie.
Il m'a regardé, incertaine. Ça ne me dérange pas. D'habitude, je me contente de lire ou de faire défiler les pages. Viens avec moi, ai-je dit en souriant. C'est ennuyeux d'être seul, et j'aurais bien besoin de compagnie. Il a hésité un instant, puis a hoché la tête. D'accord. Et comme ça, j'ai commencé à le considérer comme bien plus qu'un simple chauffeur, bien plus que l'assistant de Dimitri. Je me suis surprise à l'emmener avec moi au lieu de lui demander de m'attendre dans la voiture. Nous avons passé la plupart de notre temps ensemble, moi, Lo, et j'ai commencé à sentir quelque chose changer en moi. C'était subtil au début, une pensée qui murmurait à l'intérieur et refusait de partir. Et si je n'avais pas été marié à Dmitri? Je me surprenais à regarder Lo quand il riait, quand il se concentrait sur l'aide à Aveta, quand il me tenait la porte ouverte sans hésiter. Et chaque jour, quand j'étais avec lui, cette même pensée me traversait l'esprit encore et encore. Puis un jour, c'est arrivé comme ça. Nous étions assis dans la voiture garée devant le fleuriste. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, chaude et dorée, et moi, je parlais d'un podcast qu'il écoutait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce son sourire ou la façon dont je me sentais perçu à ce moment-là, mais je me suis penché et je l'ai embrassé. La stupeur sur son visage fut immédiate et indéniable. Helena, commença-t-il, mais je l'ai interrompu. Je suis désolé, dis-je rapidement en reculant. Je n'aurais pas dû faire ça. Ça n'arrivera plus. Il y eut un long silence. Il ne savait pas quoi dire. Moi non plus. Je regardais par la fenêtre, le cœur battant, me maudissant intérieurement. La situation fut gênante entre nous les jours suivants. Notre aisance mutuelle s'était figée et prudente. Mais avec le temps, nous avons réussi à passer outre. Nous n'avons plus jamais reparlé de ce baiser, et nos conversations ont finalement repris là où elles s'étaient arrêtées, comme si de rien n'était. Puis vint le jour du supermarché. On venait de charger les courses dans la voiture quand j'ai glissé sur une tache d'huile sur le parking. C'est arrivé si vite qu'avant que je puisse réagir, Milo était là pour m'aider à me relever. Il a épousseté la saleté de mon manteau, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Ça va » a-t-il demandé pour me calmer. « Oui » ai-je répondu en grimaçant légèrement, juste gêné. Il a ouvert la portière et m'a aidé à m'asseoir, ses mains me soutenant doucement. Et tandis qu'il se penchait, son visage à quelques centimètres du mien, je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai embrassé à nouveau, mais cette fois, il m'a rendu mon baiser. On s'est retrouvés sur la banquette arrière, nos lèvres serrées, nos corps enlacés. C'était impulsif, désordonné et intense. 10 minutes se sont écoulées avant que je réalise où nous étions, ce que nous faisions, et je me suis redressé brusquement. Je me suis éclairci la gorge. C'était une erreur, ai-je dit, incapable de le regarder. Milo s'est rassise. Je suis désolé, a-t-il dit doucement, puis il a démarré. Nous avons roulé en silence, tous deux rongés par la même réalité inconfortable. De retour à la maison, je me suis précipité à l'intérieur et me suis jeté sur le lit, l'esprit en ébullition. Ça n'aurait pas dû être si facile. C'est ce qui m'effrayait le plus. Être près de lui était naturel, facile. Il me faisait sourire. Il me parlait. Il m'écoutait. Tout ce que j'avais toujours désiré de Dimitri, je l'obtenais de Milo. Il me faisait me sentir spécial, vu, aimé. Après ce jour, les choses ont changé. Dès que l'occasion se présentait, dès que Dimitri était au travail ou occupé, nous nous privions de moments. Parfois dans la voiture, parfois dans ma chambre, une fois même dans la salle de bain. C'était palpitant. Le secret, les regards furtifs, les effleurements de doigts dans les couloirs. Une fois, nous nous sommes échappés d'une fête, essoufflés et rieurs, juste pour nous embrasser dans l'ombre comme des adolescents. Milo n'était pas particulièrement doué au lit. Pas au début, mais il était partant. Il avait soif d'apprendre, d'explorer. Nous avons expérimenté, essayé des jeux de rôle, ri de notre propre maladresse et trouvé du réconfort dans la joie d'être simplement proche. J'adore cette version de ma vie, cet échappatoire à la routine terne et grise de mon mariage. Dimitri restait indifférent, toujours plongé dans le travail, toujours à la poursuite d'un nouveau contrat ou d'un projet d'expansion. Il remarquait à peine notre distance. Il ne posait jamais de questions. Il ne me regardait plus comme avant, voire jamais. C'était facile de lui reprocher son absence, son indifférence. Mais au fond, je savais la vérité.
Mes actions ne concernaient pas seulement Dimitri. Elles concernaient moi, ce besoin désespéré d'attention, d'affection, de chaleur. Malgré le plaisir de me faufiler, je ne pouvais m'empêcher de sentir une tristesse sourde s'installer dans ma poitrine. Car peu importe le nombre de baisers que nous échangions ou le nombre de fois où Milo me serrait contre lui, la vérité était que je me sentais complètement vide dans ma relation avec Dimitri. Et plus que tout, j'aspirais à une connexion qui allait au-delà de l'intimité physique. J'aspirais à quelqu'un qui me donnerait la priorité émotionnelle. Mes rencontres avec Emlo devenaient plus folles, plus romantiques, plus prenantes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La passion que nous partagions avait commencé à éclipser tout le reste dans ma vie. Je me suis retrouvé à la dérive. D'abord loin de Dmitri, puis loin d'Avta. Je remarquais à peine quand Avta essayait d'engager la conversation avec moi ou quand Dmitri rentrait tard du travail. Je ne pensais qu'à moi, à son contact, à son sourire, à sa présence. L'excitation était addictive. L'intensité, le secret, le frisson, tout cela m'emportait. Et au milieu de tout cela, tout le reste commençait à se brouiller. Dmitri et Aveta commençaient à n'être plus que des souvenirs lointains, de vagues contours d'une vie qui ne ressemblait plus à la mienne. Naturellement, cela donnait lieu à de nouvelles disputes entre Dmitri et moi. Nos conversations, lorsqu'elles avaient lieu, se terminaient toujours par des disputes. La tension était insupportable. On ne pouvait pas parler plus de quelques minutes sans que l'un de nous élève la voix. Un matin, alors que Dmitri se préparait pour le travail, on s'est de nouveau disputé, cette fois à propos d'une nouvelle règle qu'il avait mise en place dans l'entreprise. Pourquoi n'ai-je pas été consulté à ce sujet, ai-je demandé, les bras croisés, debout sur le pas de la porte de notre chambre. Il ne m'a même pas regardé. Parce que c'était une décision nécessaire, et ce n'est pas comme si tu avais été impliqué dans la vie quotidienne ces derniers temps. J'ai pris une grande inspiration. Ça ne veut pas dire que tu peux changer les règles comme si tu étais le maître des lieux. Je te rappelle que cette entreprise appartenait à mon père. Tu n'en es que le gardien. Il se retourna, me faisant face, nouant sa cravate d'une main lente et posée. Le gardien. Elena, c'est moi qui dirige cette entreprise depuis plus de 10 ans, depuis le décès de ton père. Il n'y a eu aucun problème, aucune perte. Au contraire, elle a grandi sous ma direction. J'ai tous les droits. Non, ai-je interrompu. Tu n'as aucun droit. Pas sur l'entreprise, et certainement pas sur moi. Tu as reçu une procuration. C'est tout. Je suis toujours le président, et je prendrai les décisions, que tu le veuilles ou non. Il s'est approché de moi, les yeux plissés. N'oublie pas, tu es ma femme. Mon sang a bouilli. Ça ne veut pas dire que je t'appartiens. Ai-je craqué? Tu ne l'as jamais été et tu ne l'appartiendras jamais. Tout comme tu n'as jamais possédé cette entreprise. Tu n'as jamais eu aucun droit sur moi ou mon corps. Il avait l'air stupéfait, mais je n'ai pas pu me retenir. Les mots ont jailli sans que je puisse les retenir. Je suis avec mon lot depuis des années. Je me fais plaisir avec lui. Pas avec toi. L'expression du visage de Dmitri était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte comme pour parler, mais aucun son ne sortait. Il me fixait comme si j'étais un étranger. Mon cœur battait fort. Oh mon Dieu, me suis-je dit. Que ai-je fait? Je l'avais dit à voix haute. Je venais d'admettre tout sans même m'en rendre compte. Dès que j'ai vu son visage, j'ai regretté. J'ai regretté chaque mot. Je me suis empressé de me calmer. Je ne voulais pas dire ça. J'ai bégayé. J'étais en colère. C'est tout. Je ne voulais pas dire ça. Mais Dimitri était déjà en train d'attraper son téléphone. Son visage était toujours impassible, sa voix étrangement calme. Il m'appelait Lo. Viens à la maison maintenant. Non, Dimitri, attends. J'ai essayé, mais il m'a fait signe de partir. Quand Milo est arrivé, Dmitri m'a à peine salué. Laisse-nous, a-t-il dit froidement. Je suis sorti, l'estomac noué, les doigts tremblants. J'ai arpenté la pièce, les secondes se transformant en minutes. Je tendais l'oreille pour entendre quelque chose, des voix qui s'élevaient, un fracas, n'importe quoi. Mais la porte est restée fermée et le silence s'est prolongé. Puis elle s'est ouverte. Milo est sorti d'un pas raide, le visage pâle, les yeux écarquillés par une expression mi-peur mi-culpabilité.
Il n'a pas dit un mot, ne m'a même pas regardé, il est simplement sorti de la maison comme s'il fuyait une scène de crime. Puis ce fut mon tour. J'entrai dans la pièce, les jambes lourdes, le souffle court. Je me préparais, sachant ce qui allait arriver. Dimitri se tenait là, les mains serrées le long du corps, le visage indéchiffrable. J'attendais qu'il me hurle dessus pour ma liaison. Et voilà, à ma grande surprise, il me serra dans ses bras. Il m'entoura de ses bras, son contact d'une douceur inattendue. Je restais là, stupéfaite, figée, attendant la rage qui ne vint jamais. Au lieu de cela, il dit doucement, « Ce n'est pas ta faute, Elena. Milos avait d'autres intentions. Tu as juste été naïve. » Il en profita. Je clignai des yeux, incertaine de l'avoir entendu, n'est-ce pas? Il s'écarta juste assez pour me regarder dans les yeux. Je l'ai viré. Il est parti. Et à partir de maintenant, je serai là pour toi. Je te le promets. Je suis désolé de ne pas l'avoir été avant. J'avais fait du travail ma seule priorité. Et je le vois maintenant. Je ne pouvais pas réagir. J'avais la bouche sèche et je ne pouvais que hocher la tête. Je m'étais préparé à la fureur, mais je n'ai reçu que de la compassion. Je n'y croyais pas, pas totalement. Mais j'ai décidé de jouer le jeu. Si c'était la version de Dimitri qu'il voulait présenter. Tant pis. Je pouvais vivre avec ça. Après ce jour, quelque chose en lui a changé. Il est devenu doux, attentionné, même gentil. Il a recommencé à passer du temps avec moi et à me surveiller comme avant notre mariage. Les petites choses qu'il avait oubliées, les dîners de famille, les soirées tranquilles, les conversations qui ne tournaient pas autour du travail. Elles sont revenues petit à petit, et je les ai accueillies avec joie, chaque instant. Je me suis dit que cet incident l'avait peut-être changé pour le meilleur. Peut-être que perdre le contrôle, me perdre presque, lui avait rappelé l'essentiel. Je me suis promis en silence de ne plus jamais solliciter l'eau, de ne pas rouvrir une porte qu'il valait mieux laisser fermer. Pour une fois, tout semblait rentrer dans l'ordre. Ce qui m'a le plus touché, c'est la façon dont Dimitri a renoué des liens avec Avta. Ils se sont entendus si naturellement. Il était entré dans nos vies quand Avta était encore petite. Et maintenant, il la faisait rire. Je les voyais discuter, rire de quelque chose, ou jouer à des jeux de société les week-ends pluvieux, et cela me faisait mal au cœur, mais dans le bon sens du terme. Cela faisait presque 7 mois que Dmitri avait découvert ma liaison avec Mozo. Je dois dire que tout allait bien. Nous avons même pris quelques vacances en famille, ce que je n'avais pas fait depuis que mes parents étaient en vie. Plage, chalet, escapade simple. Nous commencions à nous sentir à nouveau comme une famille. Ce qui existait entre Dmitri et moi auparavant, le ressentiment ou la distance, avait disparu. Evta l'adorait maintenant. Il venait la chercher après les cours, l'emmenait manger une glace ou lui parlait simplement de sa journée. Elle avait quelqu'un d'autre sur qui compter que moi. Cela m'apportait une paix dont j'ignorais le besoin. Puis un jour, je suis rentré d'une longue séance de spa, détendu et ressourcé. J'ai enlevé mes chaussures, fredonné un petit air en marchant dans le couloir et me suis arrêté devant la porte d'Avta. J'ai eu un léger choc. Je l'ai entendu parler. Sa voix tremblait. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai eu un pincement au cœur. Je me suis penché, sans vouloir écouter aux portes, mais incapable de me retenir. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, il m'a dit de ne le dire à personne. Mon cœur battait fort. Sans réfléchir, j'ai poussé la porte et je suis entré. Leveta, ai-je dit sèchement, qu'est-ce qui se passe? Elle a levé les yeux écarquillés de panique, et a lâché le téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit que ce n'était rien, qu'elle ne voulait pas m'en parler. Sa voix était monocorde, réservée, et ça ne ressemblait pas du tout à mon Avta. Mon cœur s'est serré. Iveta ne m'a jamais exclu comme ça. Jamais. Elle venait me voir même pour les plus petits problèmes, que ce soit à propos de l'école, de ses amis, ou même de disputes futiles. Mais maintenant, elle avait l'air d'une étrangère, renfermée, sur la défensive. J'aurais voulu insister, exiger une réponse. Mais quelque chose me disait de ne pas le faire. Pas encore. Alors, j'ai hoché la tête et j'ai quitté sa chambre, même si tout en moi me hurlait de ne pas partir. Le reste de l'après-midi s'est déroulé comme un nuage d'orage au-dessus de ma tête. J'imaginais des scénarios.
Peut-être avait-elle des problèmes avec un petit ami. Peut-être était-elle victime de harcèlement. Ou pire, s'était-elle mise dans un pétrin dont elle ne pouvait se sortir. Avait-elle seulement un petit ami? Je l'ignorais. Cette pensée m'a frappé plus fort que prévu. J'avais été tellement absorbé par mon propre chaos avec Mozo, avec Dimitri, par tout ce qui s'effondrait puis se réparait, que j'avais laissé ma sœur m'échapper. Quand avais-je cessé de lui poser des questions sur sa vie? Quand avais-je commencé à supposer qu'elle viendrait toujours me voir? La culpabilité me serrait la poitrine. Quand Dimitri est rentré, je n'ai pas perdu de temps. Le Dimitri, ai-je dit en l'arrêtant sur le seuil avant même qu'il ait pu retirer son manteau. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Avta. Elle était au téléphone en pleurs. Elle ne voulait pas me parler. Je suis inquiète. Peux-tu juste lui parler, s'il te plaît? Peut-être qu'elle se confiera à toi. Il m'a adressé un étrange sourire calme. Ce n'est pas grave, a-t-il dit doucement, d'un ton rassurant. Viens, on l'appelle. J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas compris. Quelque chose à te dire? Il l'a appelée. Lève-ta, ma chérie, viens un instant dans notre chambre. Quelques secondes plus tard, elle est apparue, hésitante, marchant lentement, et s'est assise au bord du lit, les mains agitées sur ses genoux. Elle refusait de me regarder. Quelque chose s'est noué dans mon estomac. Dimitri s'est approché d'elle et lui a doucement pris la main. Puis il s'est tourné vers moi et a dit avec un sourire qui semblait trop répété, « J'ai une bonne nouvelle à te dire. » Je le fixai, perplexe. « De quoi parles-tu » Il regarda Evta, puis de nouveau moi. « Elena, Iveta est enceinte. » Je ne compris pas. Pas tout de suite. C'était comme si on avait coupé le son. Je clignai des yeux, puis soudain, la pièce bascula et je m'effondrai au sol, comme si on m'avait coupé les jambes. Quoi? Ma voix était à peine audible. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dimitri continua comme si c'était normal. Elle est enceinte de 4 mois. La tête me tourna. Je regardai Avta, le visage en larmes, puis je le regardai de nouveau. Comment? Comment est-ce une bonne nouvelle? Balbutiai-je. Mais avant même que j'aie pu terminer ma pensée, il l'a dit. Elle est enceinte de mon bébé. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Je ne pouvais plus respirer. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Je le fixai, puis une veta, puis de nouveau lui. Mon cerveau n'arrivait pas à déchiffrer la phrase. « Quoi » murmurai-je. « Qu'est-ce que tu racontes » Il ne recula pas. Son visage était calme, indéchiffrable. C'est vrai. Nous sommes devenus très proches ces derniers mois. C'est juste arrivé trop vite. Nous ne nous en sommes rendus compte que trop tard. Eveta enfouit son visage dans ses mains et sanglota. « Je suis tellement désolée » s'écria-t-elle. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je ne pouvais toujours pas parler. J'étais figé. Mon corps, ma voix, mes pensées, tout était paralysé. Ce devait être une blague. Une farce cruelle et tordue. Mais Dimitri ne riait pas, Iveta ne faisait pas semblant. Et la réalité me frappa comme de l'eau glacée dans le dos. Dimitri se tourna vers Avta et dit doucement, « Ma chérie, peux-tu nous accorder un instant? Ta sœur et moi devons parler et trouver une solution. » Iveta pleurait encore lorsqu'elle quitta la pièce. Ses sanglots s'estompèrent derrière le léger cliquetis de la porte qui se refermait. J'étais assise par terre, les jambes repliées, engourdie et figée comme si le sol s'était transformé en glace. Mes mains tremblaient sur mes genoux, et je n'arrivais même pas à pleurer. Mon esprit était encore trop abasourdi pour digérer mes larmes. Dimitri s'assit à côté de moi en silence. Je ne le regardais pas. Il plaça une main sous mon menton et souleva doucement mon visage pour le regarder dans les yeux. Son contact me donna la chair de poule. « Tu es en colère » demanda-t-il d'une voix basse, presque taquine. En colère. Je clignai des yeux. De quoi parlait-il? La colère était loin d'être ce que je ressentais. Désorienté, brisé, horrifié. Mais avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, je le vis. Son expression changea. Ses lèvres se tordirent lentement en un sourire, mais il n'était ni gentil ni rassurant. Il était froid, cruel, méchant. Et puis il le dit. « Voilà ce que tu vas avoir » murmura-t-il.
Voilà ce que tu mérites pour m'avoir trompé. Je t'ai été fidèle comme un chien. Je t'aimais. Je vénérais ton sol. Mais non, ce n'était pas suffisant. Tu voulais t'amuser. Briser mon cœur. Briser ma famille. Tu t'es amusé. Il était temps de payer. Je le fixai du regard, sans vraiment comprendre. Il fit un geste vers la porte d'Eda qui venait de sortir. Est-ce ta punition pour avoir eu une liaison dans mon dos et en être fier? J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne s'arrêta pas. Tu pensais que je ne savais pas quoi faire de cette information, n'est-ce pas? Tu pensais que j'allais me mettre en colère, crier, menacer de partir. Mais pourquoi ferais-je ça? Son sourire s'élargit. Cela signifierait simplement que je perdrais tout. Il se pencha plus près, la voix plus froide maintenant, alors j'attendis. J'ai planifié. Il me regarda, presque admiratif de ses propres mots. J'y pensais jour et nuit. Comment je pourrais te le faire regretter, te faire souffrir? Et puis j'ai réalisé qu'il n'y a que deux choses qui comptent vraiment pour moi. Vous. Mon cœur a commencé à tonner dans mes oreilles. Il leva deux doigts, se moquant de moi. L'entreprise de votre père est l'AVTA. J'avais l'impression que l'air avait été éliminé de mes poumons. Il a donc continué, calme et calculé. J'ai fait un plan. Je t'en prendrai les deux. J'ai essayé de me lever, mais mon corps ne répondrait pas. Je me sentais collé au sol. Après notre argument, quand vous avez bêtement renversé la vérité sur moi, voilà, il gloussa, secouant la tête. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de temps. Ses yeux brillaient. Il est temps de vous faire croire que ce n'était pas de votre faute. Que moi Hello vous a manipulé. Pauvre Elena. Trop naïf. Je t'ai fait penser que je t'ai pardonné. J'ai même joué à nouveau le mari adoptif. Rappelez-vous la figure paternelle parfaite. Il sourit. Vous êtes tombé amoureux si facilement. Je me sentais malade. Ma peau a brûlé de honte et d'incrédulité. Tout ce que j'ai fait, c'est d'acheter du temps. Il est temps de déplacer les actions de vous et d'Aveta à moi. Tout ce que ton père a construit, le mien maintenant. Sa voix tomba et quelque chose de sinistre clignote dans son ton. Et pendant que j'étais là, j'ai commencé à me rapprocher d'Aveta. Vous l'avez vu arriver. Louez-moi pour ça. Vous avez même dit que cela vous rendait heureux. Pouvez-vous croire cela? Il rit dans le souffle. Je lui ai fait croire que je pourrais être plus qu'une figure paternelle. Je lui ai fait sentir voir, vouloir, amour. J'ai fermé les yeux, mais je pouvais encore l'entendre. Chaque vacances, chaque geste doux, juste à pas pour lui montrer à quoi pourrait ressembler la vie avec moi. Pour la faire me faire confiance, j'ai besoin de moi, aime-moi. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Je me suis juste assis là immobile, ces mots coupant plus profondément que tout ce que j'ai jamais imaginé. Tout ce que j'ai fait après avoir découvert votre affaire était pour une raison, a-t-il dit, les yeux se verrouillent sur le mien. Pour vous détruire, vous assurer que vous avez perdu les deux choses que vous avez vraiment aimées. Et je dois dire, il se pencha légèrement en arrière, souriant de satisfaction. J'étais à la fois cruel et méticuleux à réaliser mon plan. Je me suis assis là silencieux. Pas une seule fois je ne soupçonnais jamais ses véritables intentions derrière tout cela. Pas une seule fois. Je ne serais pas si stupide. Ayez vraiment vu ce que je ne pouvais pas le supporter. La chambre d'Aveta. J'avais besoin de lui parler pour comprendre ce qui s'était réellement passé, mais sa porte était verrouillée. Je pouvais entendre des chuchotements à l'intérieur, doux, étouffés, mais indéniablement des voix. J'ai frappé. Il y a eu une pause. Puis la porte s'ouvrit. Et il était là. Dmitri. Je ne lui ai pas dit un mot. J'ai passé un passé et j'ai regardé directement Aveta. Ses yeux étaient gonflés, son visage taché et pâle. Elle avait clairement pleuré. Evta, j'ai appelé doucement, faisant un pas en avant. Mais au lieu de courir dans mes bras comme elle le faisait quand elle avait peur ou triste, elle s'est déplacée derrière Dmitri. Elle s'est cachée derrière lui. Mon cœur est tombé. Qu'avait-il fait? Qu'avait-il dit pour lui faire peur de moi? De moi, sa sœur, plutôt que de l'accuser de ce qu'il lui avait fait. Evta, s'il vous plaît, dis-je, essayant de garder ma voix calme, essayant de ne pas paniquer. Pouvons-nous parler? Juste nous deux seuls.
Elle secoua la tête, sa voix à peine audible. Je me sentirais plus à l'aise si Dmitri est resté avec moi. Je l'ai regardée, stupéfaite. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si j'avais été giflé. Tu es ma sœur. J'ai finalement réussi. Pourquoi auriez-vous besoin de lui dans la pièce pour me parler? Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Puis Dimitri se tourna pour me regarder. Ce même sourire méchant s'étenda à nouveau sur son visage. Et à ce moment-là, je savais qu'il lui avait dit quelque chose, planté quelque chose dans son esprit, l'empoisonné contre moi. Je ne savais pas quoi, mais je pouvais le sentir. Je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas Eveta, je l'ai encore dit, plus doucement cette fois. S'il vous plaît, juste nous en tant que sœurs. Laissez-moi vous parler. Je veux juste comprendre. Elle leva les yeux vers Dimitri, ses yeux fouillant son visage comme s'il demandait la permission. Il s'arrêta un instant, puis lui a fait un petit signe de tête. Après être sorti, j'ai fermé doucement la porte et je l'ai verrouillée. J'avais besoin de cet espace, ce moment pour être juste nous. Pas de mensonges, pas de manipulation, juste la vérité. Je l'ai conduite au lit et je lui ai fait signe de s'asseoir. Elle s'assit lentement, son corps tendu. Je me suis assis à côté d'elle, pas trop près, lui donnant de l'espace. Eveta, j'ai commencé doucement. Je suis ta sœur. Ta grande sœur. Je t'aime. Je suis là pour toi quoi qu'il arrive. D'accord? Vous pouvez me dire n'importe quoi. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez le partager avec moi. Je promets que je vais écouter. Je ne jugerai pas. Elle baissa les yeux sur ses mains, les doigts se tordant nerveusement sur ses genoux. Ça va, dis-je doucement. Prenez votre temps. Je suis là. Je ne vais nulle part. Elle n'a pas répondu. Le silence s'est étendu. Une minute s'est écoulée, puis une autre, et une autre. Mon cœur battait, mais je ne l'ai pas précipité. Je pouvais voir la guerre se dérouler en elle. La peur, la confusion, le conflit. Après environ 5 minutes de silence, Iveta a finalement parlé. Jusqu'à ce que les lèvres se soient séparées. Ouais, a-t-elle continué, ses doigts se relangent nerveusement sur ses genoux. Mais ça l'a fait. Et je pense que c'est arrivé à cause de toi. Vous étiez le seul responsable de tout cela. J'ai cligné des yeux. Pendant un moment, je croyais vraiment que je l'avais mal avéré. Quoi? Elle renifla et baissa les yeux sur ses mains. Je veux dire, je ne l'ai pas prévu. Je ne l'ai pas suivi. Mais j'ai vu comment les choses se passaient entre vous deux. J'ai vu à quel point il essayait dur, Elena. Tous ces mois, il faisait tout ce qu'il pouvait pour vous rendre heureux. Mais vous, vous étiez toujours si froid, si impoli avec lui. Vous ne l'avez jamais apprécié. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, pour lui dire à quel point elle était la mauvaise, comment elle n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment, mais quelque chose en moi s'est arrêté. J'ai fermé la bouche et l'ai laissé parler. Il nous emmènerait en vacances juste pour vous rapprocher à nouveau, mais vous disparaissez dans les spas où que vous étiez en train de faire du shopping toute la journée. Il était toujours seul. Je me sentais désolé pour lui. J'ai commencé à passer du temps avec lui, juste parler vraiment, mais il était gentil avec moi. Il a écouté. Elle fit une pause et m'a regardé comme si je vérifiais si je respirais encore. J'étais, mais à peine. Une nuit pendant l'une de ses vacances, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant plus fragile. Je lui ai dit que je voulais essayer de l'alcool. Je plaisante, vraiment. Et Dimitri, il en a en fait apporté dans ma chambre. Il l'a glissé. Elle détourna les yeux, son visage rougi de honte ou de quelque chose qui lui ressemblait. Je t'ai appelé cette nuit-là, dit-elle doucement. Je voulais que tu sois là. Je pensais que ce serait amusant, nous tous les trois. Mais vous n'avez pas repris. Vous n'avez même pas rappelé. Cette partie fait mal. Je n'avais aucun souvenir de manquer ses appels, mais je n'en doute pas non plus. Je ne voulais pas blesser ses sentiments, a-t-elle continué. Alors, je l'ai essayé. Je n'ai même pas aimé ça. Nous en avons ri. Nous sommes tombés sur le lit, puis c'est arrivé. Je l'ai regardé, mon estomac tordant. Il m'a embrassé, il a chuchoté. C'était tellement innocent au début. Nous rions et nous chatouillions.
Puis il est monté sur moi et m'a embrassé le front. Et je ne savais pas ce qui se passait au début, mais je l'ai fait. Et j'ai aimé. Je ne voulais pas qu'il s'arrête. Elle pleurait maintenant. Pleurant vraiment comme s'il se purgeait quelque chose de sombre et de torsion qu'elle avait gardé à l'intérieur pendant trop longtemps. Nous nous sommes embrassés pendant longtemps, a-t-elle dit entre les savons et nous avons commencé à nous déshabiller, mais il s'est arrêté. Il a dit que c'était mal. Il a dit que nous ne devrions pas. J'ai serré mes poings. Chaque détail ressemblait à une lame, chacun plus profond que le précédent. Mais je ne voulais pas qu'il s'arrête, a-t-elle poursuivi. C'était la première fois que je ressentais quelque chose comme ça. Et il m'a fait me sentir si spécial, si voulu, si aimé. Sa voix se brisa à nouveau. Il a été mon premier amour, Elena, et il a pris du temps pour moi. Il m'a fait sentir que j'avais l'importance. Je l'ai regardé, incapable de dire quoi que ce soit. Ma bouche était sèche. Mes pensées tournaient. Je sais que c'était mal, chuchota-t-elle. Vous trompez avec votre mari. Je me sentais terrible. Mais je savais aussi que vous et Dmitri, vous n'étiez pas heureux dans votre mariage. La voix d'Eveta tremblait en parlant, ses yeux remplis d'un étrange mélange de conviction et de chagrin. Elena, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, dit-elle tranquillement. J'avais l'impression de vous sauver tous les deux d'un mauvais mariage qui était déjà brisé. Oui, je sais que c'est mal d'être enceinte du bébé de quelqu'un d'autre. Mais j'aime Dmitri. Je suis prêt à garder le bébé. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé pour la douleur que cela vous causera, mais je ne le regrette pas. En entendant ces mots, mon expression a dû changer 1000 fois. Surprise, puis dégoût, puis incrédulité simple. Était-ce vraiment Aveta? La sœur avec laquelle j'avais grandi, la personne en qui je faisais confiance. Et tout cela se passait derrière mon dos depuis des mois. Alors que je pensais que Dimitri essayait d'être un père de famille, je voulais crier pour lui dire ce que je pensais vraiment de Dimitri. Mais je savais qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle me croirait. Elle était aveuglée par lui. Donc, au lieu de cela, j'ai forcé un calme que je n'ai pas ressenti et j'ai dit, « Ita, ce n'est pas de ta faute. Je ne suis pas en colère ou déçu de toi. Tu es ma petite sœur, et tu le seras toujours. » Je ne voulais pas la traîner plus profondément dans les mensonges de Dimitri ou lui faire porter le fardeau de sa manipulation. Elle était déjà assez brisée. « S'il vous plaît, reposez-vous maintenant, » lui ai-je dit doucement. J'ai quitté sa chambre avec ma tête en tournant, à chaque étape lourde et lente. Quand j'ai atteint ma chambre, Dimitri était là assis sur une chaise, un sourire suffisant collé sur ses lèvres. Juste en le regardant, je savais qu'il devait avoir entendu tout entre Aveta et moi. Ce sourire, c'était comme un défi. Il a demandé, « Est-ce que Aveta est d'accord ?» J'ai rencontré ses yeux, mon regard froid et rempli de dégoût. « Ce n'est pas votre préoccupation. » Il a glissé une pile de papiers vers moi. « Ici, lisez-les et faites-moi savoir si vous avez des questions. » Je savais ce qu'ils étaient. Documents de divorce. Je les ai pris silencieusement, mes mains tremblantes légèrement, et pour la première fois, je me sentais prêt à les signer. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec Dimitri. Je le voulais de ma vie dès que possible. Avec des mains tremblantes, j'ai renversé les papiers qu'il m'a remis. Mon souffle a pris ma gorge quand j'ai vu qu'ils étaient des documents liés à l'entreprise de mon père. Dimitri possédait désormais la majorité des actions. Comment cela pourrait-il être? Eveta détenait 70% et moi détenais 20% des actions chacune. Dimitri ne détenait que 10%. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse avoir 80%. Je le regardais, la confusion trouble mon esprit. Si ceux-ci sont faux, je n'hésiterai pas à vous poursuivre, dis-je, ma voix tremblant mais ferme. Il sourit froid et confiant. Ils sont réels, dit-il simplement, puis a glissé un autre ensemble de papiers vers moi. Mes yeux les scannaient et mon cœur coulait. Eveta avait transféré toutes ses actions à Dimitri. Non, cela ne pouvait pas se produire. Il n'avait pas simplement mis ma sœur enceinte. Il l'avait manipulée à lui remettre ses partages. Il avait maintenant contrôlé la compagnie de mon père et avait ma sœur complètement sous son contrôle. Il n'y avait rien que je pouvais faire. J'ai senti le poids de l'impuissance qui m'écrasait de tous les côtés. Cruel, je l'ai regardé avec une pure haine, puis je me suis rendu à la salle de bain. Et terrifié. Forcer Aveta à avoir un avortement n'est plus une option. C'est trop risqué et je ne veux pas la perdre complètement.
Cela ne me dérangeait pas si Avta gardait le bébé, c'était le moindre de mes inquiétudes maintenant. Mais sortir Dimitri de nos vies, cela devait être ma priorité. J'ai essayé de rompre son emprise sur Avta pour l'aider à voir à travers ses mensonges. Puis un matin au petit déjeuner, Dimitri est entré avec ce regard suffisant sur son visage. Il n'a pas gaspillé une seconde avant de laisser tomber sa dernière bombe. « Si vous envisagez de demander le divorce, » a-t-il dit, sa voix calme mais menaçante. « Je me fais prêt à avouer sa liaison avec toi. J'ai aussi des photos. Elle m'a trompé, et même après cela, j'étais trop gentil pour elle. Je pouvais voir à travers sa manipulation, la façon dont il a tourné chaque mot pour me faire de la sympathie pour ma propre sœur. C'est ce que je ne peux pas être avec vous, Evta. » Moi une épaule froide, refusant même de me regarder. Contacter les devis. Pourrait penser, y compris certaines des idées que les gens ont suggérées, de briser la prise qu'il avait sur Avta. Je voulais qu'elle voie à travers ses mensonges pour comprendre que l'homme que Dimitri était vraiment, mais c'était comme frapper un mur à chaque fois. Puis, un matin au petit déjeuner, Dimitri est entré comme s'il possédait l'endroit avec ce sourire suffisant et esséurant plâtré sur son visage. Il n'a même pas hésité. « Et si vous envisagez de déposer un divorce, » a-t-il dit, sa voix trompeusement calme, mais avec menace, « j'ai prêt à avouer sa liaison avec vous. J'ai aussi des photos pour prouver que tu étais infidèle. » Et il a dit tout ça juste devant Avta, comme pour m'humilier publiquement et gagner sa sympathie. Regardez le genre de femme qu'elle a été. Il ricana, les yeux froids et calculants. Là elle m'a trompé, et même après cela, j'étais trop gentil pour elle. Je voulais crier pour me défendre. Mais j'ai vu l'effet que ces paroles avaient sur Avta. Elle m'a regardé avec confusion, incrédulité, mal même et je savais que la manipulation de Dimitri fonctionnait parfaitement. « Tu es celui qui refuse de me divorcer, » a-t-il ajouté, tournant son regard vers moi. « Et c'est pourquoi je ne peux pas être avec toi, Evta. » Evta, si jeune et vulnérable, a avalé son trou de poison. Quand j'ai essayé de lui parler avec Dimitri dans la pièce, elle s'est détournée, me donnant l'épaule froide comme si j'étais l'ennemi. Cela m'a brisé le cœur, mais je devais garder mon sang-froid. Une fois que Dimitri a estimé qu'une Devta était totalement sous son contrôle, il a critiqué les papiers de divorce au visage comme un juge qui prononce une peine. Nous nous sommes retrouvés devant le tribunal et à mon horreur, Dimitri a fait prendre la position pour admettre que je l'avais trompé. Comment pourrais-je me battre contre ça? Le tribunal a vu Avta comme une victime. J'ai été peint comme le méchant. J'ai perdu la maison, tout. Tout était transféré au nom de Dimitri pendant le procès. Ce qui était censé être l'héritage d'Aveta est devenu sa propriété. 5 jours après la finale du divorce, Milo a été retrouvé mort devant la ville. Il a été dépouillé et battu, laissé saignant jusqu'à ce qu'il se fiche dans le froid serbe. Après tout ce que Dimitri nous a fait, je n'ai jamais pensé qu'il épouserait vraiment Avta. Mais bien sûr, il l'a fait. C'était juste un autre mouvement dans son jeu torsadé. Un moyen de consolider son contrôle sur elle et de m'échanger complètement de sa vie. Le jour où ils se sont mariés, je n'ai même pas été invité. Non pas que je m'attendais à l'être. À partir du moment où la cérémonie était terminée, Dimitri s'est assuré que Avta comprenait ce que cela signifiait être sa femme. Il l'a fait pression, l'a manipulée et l'a isolée lentement mais sûrement de tous ceux qui se souciaient d'elle, surtout moi. Au début, Evta a résisté, mais Dimitri était implacable. Il l'a convaincu que j'étais une influence toxique, que j'essayais de ruiner leur bonheur, que j'étais la raison de tout le chaos. J'ai essayé de la tendre la main, envoyant des messages, la suppliant de voir la vérité. Mais Dimitri s'est assuré que chaque message était bloqué ou intercepté. Il a planté des doutes dans son esprit, tordu ses souvenirs et tourné son cœur froid vers moi. Finalement, Iveta a cessé de répondre à mes appels. Elle a cessé de venir. Elle m'a complètement coupé. Pendant ce temps, je n'ai rien eu avec rien. Pas de maison, pas d'argent, pas de famille. Dimitri a tout pris. La maison, la société partage, même la loyauté d'Avta. Je me suis retrouvé à vivre dans un bidonville exigu et délabré, loin de la vie que je connaissais autrefois. Les murs de mon nouvel endroit sont minces, les nuits froides et agitées. Je suis fauché, grattant en faisant le seul travail que je peux trouver, en faisant du pain dans une petite boulangerie poussiéreuse. Chaque jour, je me réveille épuisé, espérant un signe que les choses iront mieux. Mais au fond, je connais l'emprise de Dimitri sur ma sœur, et ma vie ne se brise pas de sitôt. Je suis seul,
Impuissant et hanté par le silence, Eveta laissé pour compte. La femme que j'ai appelée ma sœur est maintenant un étranger. Un étranger marié à l'homme qui nous a détruits tous les deux. Chers auditeurs, veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.